passion. De grandes aventures, de l'absurde, des errements, des hasards qui n'en sont pas, beaucoup de jeunesse, des nuits agitées, des monstres, une passerelle vers la Guyane, l'Australie qui s'envoie en l'air, et des journalistes de terrain. Depuis une dizaine d'années, la compagnie Les Attentifs dirigée par Guillaume Clessen, cherche à se tenir au croisement de différentes disciplines artistiques pour mieux s'éloigner de formes purement théâtrales. Pour leur dernier spectacle, Jeunesse, le cirque fait son entrée dans leur vocabulaire. Présentation. Jeunesse de Joseph Conrad est une nouvelle écrite au début du XXe siècle qui raconte l'histoire d'un marin à la retraite de la marine marchande, Marlot, qui raconte devant d'anciens collègues à lui sa première traversée vers l'Orient, vers Bangkok, vers la Thaïlande. Cette première traversée fut un voyage absolument rocambolesque qui dura beaucoup plus longtemps qu'il n'était prévu au départ. Et ce voyage se fait à bord d'un vieux rafio, d'un vieux bateau qui s'appelle la Judée. Le récit en lui-même, lorsque je l'ai lu d'une traite, m'a coupé le souffle. Et j'étais du coup persuadé au fond que le rythme de cette écriture de Joseph Conrad était un rythme qui nécessitait au plateau, sur scène, des corps eux-mêmes époustouflants, eux-mêmes, capables de couper le souffle du spectateur. Et c'est donc très naturellement que j'ai eu idée, que j'ai eu le désir d'accompagner les acteurs d'artistes de cirque, d'acrobates. Ensuite, le cirque m'a semblé naturellement convoqué dans ce récit, dans cette question, cette thématique de la prise de risque, puisque le jeune Marlot est en permanence en train de se mettre en danger sur ce vieux rafio qu'est la Judée, et ce danger, ce rapport au danger n'est pas un rapport ni malsain ni négatif, c'est un rapport vivant et vivifiant. Et il m'a semblé que dans le cirque, il y avait aussi ce besoin de redonner, en quelque sorte, de l'énergie, du souffle à sa propre existence, même de l'inspiration, par cette prise de risque. Et c'est donc une prise de risque au plateau que j'ai voulu, au fond, transposer pour faire entendre ce récit, qui est lui-même le récit d'une succession, finalement, de dangers et d'aventures du corps. Voilà. Alexander Van Tournout utilise depuis ses débuts son corps et ses difformités comme seul outil de travail. Dans Red Air Men, sa nouvelle création, ils seront pour la première fois à 4 sur le plateau. Avec Axel, Ruben et Winston, il s'emploie à donner vie au texte de Daniel Arms. Rencontre. Pourquoi avez-vous choisi ces textes-là en particulier ? Ces textes, en fait, ils sont assez performatifs, ils sont très physiques. Et on a choisi les textes un peu enfantins aux premières vues, quand on les entend la première fois, mais en même temps, ils sont très profonds parce qu'ils étaient écrits aux Union soviétique. Ces livres étaient censurés, donc il y a vraiment une sens politique aussi dans ces textes que j'aime bien. Il ne pouvait pas parler car il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de cheveux. Ce n'était qu'arbitrairement qu'on le disait roux. Il n'avait pas de nez. Il n'avait pas de jambes ni de bras. Donc pour le spectateur qui ne veut pas chercher, il y a beaucoup d'humour dedans, c'est léger. Et pour le spectateur qui cherche un peu plus, il y a quand même des couches en plus, en fait, qui sont très profondes. Et on utilise ça un peu dans la musique aussi, comme Maman dirais-je. De Mozart, c'est tout simple, tout le monde connaît la mélodie, mais les 12 mélodies qu'on utilise, les gens ne connaissent pas forcément les autres variations qui sont bien complexes et quand même intéressantes aussi. On a des règles super précises, par exemple regarder devant, donc on regarde tout le temps le public devant. Même à l'envers, même au-dessus, même en dessous, on essaye vraiment. Et là, le visage révèle beaucoup parce que les yeux, c'est un peu
c'est comme on peut regarder par les yeux l'âme en fait, ou l'émotion du comédien. Et ça, je trouvais ça très intéressant que le visage, à force de cet handicap, puisse révéler beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans votre spectacle ou une histoire que le spectateur pourrait imaginer ou libre au spectateur de faire la sienne? C'est très drôle parce que des fois on crée des scènes qui sont vachement intéressantes, on trouve, mais qui n'ont pas tout à fait le côté Red Haired Man où il y a les mouvements très abstraits et un peu bizarres et ils sont pas spectaculaires, c'est juste, il y a un côté bizarre mais quand même très humain et c'est en fait ça qu'on cherche. Je pense que le fil conducteur, il n'est pas présent comme une histoire, mais plus comme un langage de mouvement et un langage physique traduit par les textes. Artiste et interprète indomptable, Jeanne Mordoche gratte le vernis des apparences pour mieux faire apparaître l'étrangeté tapie dans l'être humain. À l'occasion de sa résidence de création, elle nous a invités dans son dispositif en construction pour nous parler de L'errance est humaine, son nouveau spectacle. Présentation. Il y a vraiment un outil qui me tenait très à cœur de revisiter, que j'ai déjà visité dans Éloge du poil, donc le spectacle que j'ai créé dans ce dispositif, qui est la ventriloquie, qui est une technique que j'ai appris. Donc c'est une voix comme une voix qui viendrait du ventre, sauf que ça vient pas du tout du ventre, mais on dit ventriloquie. Oui, et là, ça m'intéressait énormément de l'aborder comme une voix intérieure, comme une voix. Vous savez, ces voix, je pense qu'on connaît tout ça, puis là vous allez voir, parce que c'est un peu que là-dessus, ces voix qui viennent un peu tout le temps nous empêcher les élans. C'est ces voix intérieures qui viennent dire « mais non, c'est pas bien ». Alors j'ai pas vraiment l'habitude de chanter, parce que moi mon métier c'est plutôt le corps, enfin le cirque, enfin plutôt le corps, on en a rien à foutre. Mais par contre, je trouve que c'est important de prendre des risques. L'Asie est déjà assez dure. Donc je suis ravie que vous soyez là pour partager. Retourne sous ta douche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dégage. Ah, je dois un tout petit peu m'échauffer parce que sinon j'ai peur de partir sur des fausses notes. Encore une fois, je fais un choix de vous montrer vraiment un aspect du travail qui est plus ce travail de texte. Mais il y a un aspect beaucoup plus physique que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai des questions techniques que je ne peux pas régler là. Et du coup, je vous montre juste un aspect, mais effectivement, j'ai aussi choisi de travailler quelques matières. Quelque chose d'assez sobre. Je ne vois pas beaucoup de choses, quoi. Je ne vois pas une foultitude d'accessoires. Après, je travaille sur aussi l'idée de quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui passe. Donc, je vais au bout des transformations. Les quelques matières que j'utilise, je les malaxe jusqu'à ce qu'elles disparaissent, en fait. Donc, c'est aussi cette idée de qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, les traces. Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre, c'est vraiment... C'est beau ça, hein. Oui. Créée par deux amis à la sortie de l'école de cirque de Toulouse, la compagnie Blizzard Concept tente d'insuffler de la magie aux objets du quotidien. Nous avons souhaité en savoir plus en rencontrant Antoine Thérieux, cofondateur de la compagnie. Face à face. Que signifie ce nom? Il est parti de la notion de hasard merveilleux. C'est une notion que je développe en magie. Par exemple, une feuille d'un arbre qui tombe, qui vole, et qui va se poser délicatement sur le coin de la table en équilibre. Et on a l'impression d'avoir vécu un petit miracle. Donc ça, par exemple, ça serait un hasard merveilleux. Et aujourd'hui, avec la magie, on essaye de reproduire des petits événements comme ça. De quoi parle le spectacle? On n'a qu'un humain sur scène, donc c'est le personnage de Lazare. On va suivre ce personnage pendant environ 1 heure. Donc Lazare, il va rencontrer 3 personnages dans le spectacle, mais qui ne sont pas des humains. Un oiseau, qui est un oiseau obèse, qui va s'écraser sur scène, qui s'appelle Gilburde. Un autre personnage, c'est une plante qui s'appelle Neptunia. Et un 3e personnage, c'est Hamlet, c'est un ballon rouge, donc c'est un peu le méchant de l'histoire. C'est lui qui va perturber Lazare dans ses aventures, c'est lui qui va venir l'embêter. Et donc qui va aussi donner naissance à des scènes très clownesques et très drôles.
Comment avez-vous eu l'idée de ce spectacle ? Les idées de spectacle, elles n'arrivent pas, enfin en tout cas me concernant, ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. C'est un parcours, moi ça fait environ 10 ans que je travaille, que je réfléchis avec des objets. Alors au début, je travaillais beaucoup avec des massues, des diabolos, des balles, et petit à petit j'ai commencé à travailler avec tous les objets qui m'entourent. J'ai passé par exemple 3 ou 4 ans à travailler autour des sèche-cheveux. Et alors Lazare, ça a été un recueil de plusieurs objets. Notamment, ça a commencé avec une plume. Donc ça, c'est une vraie plume. C'est une vraie plume d'autruche. Et celle-là, elle écrit toute seule. Je prends une plume, je vais sur scène et je fais de la recherche avec. J'essaye de voir qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que je peux raconter avec, qu'est-ce qui est intéressant, pas intéressant. Et puis, c'est aussi des parcours de vie. Moi, ça fait... Voilà. On travaille beaucoup sur la route, on est toujours en voyage et c'est vraiment ces voyages-là qui, petit à petit, nourrissent le spectacle. C'est comme si on avait une petite bourse et que petit à petit, on récoltait des informations et à la fin, la bourse devient assez grosse. On a tous les éléments et après, on pioche dedans pour en faire quelque chose de cohérent. Chaque année, le Centre national des arts du cirque invite ses étudiants en fin de cursus à la création d'un spectacle collectif. Pour sa 30e promotion, le CNAC a confié la mise en scène à Antoine Rigaud, codirecteur de la compagnie Les Colporteurs, et Alice Ronfard, metteur en scène. Rencontre. Pouvez-vous nous parler du spectacle que vous mettez en piste avec les étudiants du CNAC ? Vous avez tous les thèmes en arrière de vous. Le corps, les rapports de force, le fascisme, le genre, l'amour, l'amitié. Et puis on a toutes les matières qu'on a. On appelle les ressources techniques. Donc roussir, coréen, fil, trapèze, mât, bascule, tissu, trapèze 1, trapèze 2. Est-ce que vous avez déjà des idées de décor ? En fait, le premier travail qu'on a fait avec Antoine, c'est sur la tempête de Shakespeare. Donc, on avait l'idée de cette tempête avec le plastique. Puis ça, c'est un peu tombé quand on est arrivé ici. On a fait un essai, puis ça marchait pas du tout. Fait qu'on est parti avec cette espèce de matière qu'il faut dompter, d'ailleurs, qui nous permet de vivre des choses sous la bâche, sur la bâche étirée, la bâche surélevée, la bâche en boule, à l'intérieur de laquelle il y a de la construction et de la déconstruction d'agrès. Il y a un peu les agrès qui imposent par eux-mêmes déjà un décor. Après, à nous de lui donner un sens ou de jouer avec ça. C'est vrai que dans le cirque, en tout cas, on n'a pas forcément un texte. On n'est pas comme dans le théâtre où il y a une pièce et où on choisit un texte et puis on part de là, où il y a une histoire déjà écrite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est, même si c'est pas très rassurant, c'est oser aller vers l'inconnu total et découvrir ensemble, finalement, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de raconter. Et après, notre boulot, c'est d'accompagner ce processus-là, quoi. Voilà. Considérer les insomnies non pas comme un problème mais comme une source d'inspiration, c'est le parti pris de la compagnie L'Insomnante. Pour 1000 chemins d'oreiller, leur nouveau spectacle, les enfants sont invités à entrer sur le plateau. Ceux-ci nous relatent leur expérience pour cette répétition grandeur nature. Le regard des spectateurs. En fait, au tout début, on était dehors. Après, on est rentré dans la salle. Après, on a marché sur la spirale d'oreiller. On a vu plein d'oreillers. Et Catherine, elle jouait du violon depuis du début. Claire, elle était habillée en pyjama. On a vu qu'elle était couchée. Parce que Claire, il dormait mal. Parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Les oreillers, c'est comme si c'était des bouteilles. Des bouteilles à la mer. En fait, on a marché dans la forêt. C'était une forêt de sapins. Ils étaient empilés les uns sur les autres. Il y a eu le cauchemar. Le cauchemar, il y avait plein de bruit. Ça fait... Et en fait, il y avait des poussins qui descendaient, il avait mis la tête en l'air. Il y avait des nuages en haut.
Il y avait les coussins, c'était des nuages et ils descendaient. En résidence pour la création d'une forme courte de leur nouveau spectacle, Ma créature, nous sommes allés rencontrer Delphine Chiharu et Adèle de la compagnie Anomalie et qui nous ont présenté les grands thèmes de leur conférence chorégraphique pour enfants. Rencontre. Quel est le thème de votre spectacle ? Donc le thème du spectacle, c'est le corps désobéissant. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est désobéissant ? Et c'est donc la désobéissance dans son entièreté. Et c'est plutôt, c'est pas de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de désobéir, mais c'est plutôt de se demander mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on parfois on a hyper besoin de désobéir. Et voilà, se poser la question, ouvrir un peu l'essence de ce que ça peut être la désobéissance. Souvent, quand on dit qu'on désobéit, on dit on désobéit à quelque chose ou contre quelque chose. Mais nous, on s'est demandé qu'est-ce que c'est vraiment désobéir. Et désobéir, c'est pas être contre l'obéissance, c'est désobéir, c'est faire autre chose que d'obéir. On est parti de l'histoire de Max et les Maximonstres. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Il y a aussi le film, voilà. Et on est parti de cette idée-là, de peut-être on peut travailler à travers cette histoire, de prendre l'inspiration à partir de cette histoire et cette transformation du monde autour de Max, donc du réel au fantastique. Voilà. Depuis 2007, le GDRA use de multiples disciplines artistiques pour mettre en scène, à la lisière du documentaire et de l'anthropologie, un théâtre de la personne. À l'occasion de la sortie d'un numéro de la revue Z consacré à la Guyane, Sylvana nous fait entrevoir une partie de leur prochain spectacle, Selve, construit autour de son personnage. Extrait. Quand j'étais enfant, je ne savais pas ce qu'était l'orpaillage. Je ne connaissais pas la forêt. Je ne savais pas ce qu'était un fleuve. Quand j'étais enfant, je ne savais pas ce que je serais plus tard. Apparemment, celle qui souffre, celle qui pleure, celle qui n'est pas respectée. Comment me voyez-vous? Comment nous nous voyons? Comment je me vois? Même si je pars ailleurs, mon village sera mon village. Le jaguar tigre restera le jaguar tigre. Mon fleuve sera mon fleuve. Mon territoire sera mon territoire. Je parle français. Je vis avec les Français. Je vis comme les Blancs. Mais je suis Wayana. Une Wayana. Celle qui vit dans la forêt. L'enfant de la forêt. Vous, les Blancs, vous attendez peut-être de moi que je sois une bonne autochtone, comme vous la voudriez, écologiste, politique, bien gentille, traditionnaliste. Bien sûr, je suis peut-être aussi ça, mais je suis avant tout ce que je veux. Il n'y aura pas ici de zoo humain. Mes sœurs Kalinia furent déportées 3 fois entre 1882 et 1892 pour être montrées aux Blancs dans le jardin d'acclimatation à Paris. Mes sœurs amérindiennes de Guyane sont mortes de froid. D'autres furent étudiées. Des corps furent vendus. Les jeunes d'Awala Yalimapo en parlent encore aujourd'hui. Je suis venue ici, en Europe, depuis mon village de Taluen, en Amazonie, pour prendre la parole dans ma langue Wayana. Peut-être que les Wayana disparaîtront, même si l'esprit restera. Nous aurons des enfants, nous leur parlerons notre langue. Je suis venue ici pour dire mes mots, pour parler de mon village et de mon peuple. J'ai dit. Quand le soir après l'école, 7 jeunes copains australiens préfèrent faire des acrobaties plutôt que de jouer au foot comme tout le monde, ça donne Gravity and Other Myths, une compagnie de cirque qui tourne partout dans le monde. En résidence à la Brèche, la compagnie composée maintenant de 13 personnes était au complet pour la création de leur 4e spectacle. Rencontre. Hello, why did you choose the name Gravity and Other Myths? Gravity obviously holds you down to the ground,
And what we do is we try and throw each other up, climb up, and defy gravity. So we thought the name Gravity and Other Myths was an interesting, fun play on words to do with what we do, which is acrobatics and lifting and flying. How are you making progress in your show? It's always a very big and difficult process to make a show because you have lots of things that you have got to get right. This week has been really nice for us. We're starting to feel like we know what the show will look like and sound like. I would say 9 out of 10. What is your show about? We're very interested in how groups of people become more complicated when they get bigger. This is the beginning. And then that led us to another question, which is how every different person tries to make sense of their world. So a scientist might look at the stars, or a musician makes sense of their world by playing music. An acrobat tries to make sense of their world with their body. So we're interested in how every different kind of person tries to make sense of their world. Do you need any specific equipment for your show? Yes, so the most specific equipment we use is our body. So our hands and our feet and our legs. So we use that for nearly everything we do. But you can see up here we have a trapeze. And off to the side on the floor we have hula hoops. So in circus there's lots of different props and equipment that we can use. But for our group and our company, our favorite way of working is with the body.